et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maxi-Test, votre magazine d'actualité automobile. Je suis ravi de vous retrouver à Paris à l'occasion du premier Grand Prix de Formule E dans la capitale. Cette compétition oppose depuis 2014 des voitures électriques qui roulent à 230 km/h. Et dans cette édition, nous allons dépasser les 300 km/h et essayer les modèles qui ont marqué l'actualité automobile du mois. Des crossovers, des berlines, des hybrides premium et des supercars. Mais avant d'en savoir plus, découvrons ensemble le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition, nous partons à la découverte de l'Audi RS7 Performance pour tenter les 300 km/h, de l'hybride selon BMW, la série 3 330e, du Grand Prix de Formula E qui se tient à Paris, de l'Opel Astra Sport Tourer, la voiture de l'année, de la surprenante Fiat Tipo et de la nouvelle génération de Kia Sportage. Comme si cela ne suffisait pas, Audi booste la RS7 avec son pack performance pour atteindre 605 chevaux. Pour l'éprouver, nous l'avons essayé sur un terrain de jeu plutôt exceptionnel. Regardez. L'Audi RS7, forte de ses 560 chevaux, défiait déjà tout ce qui va très vite sur la planète. Et comme si cela ne suffisait pas, une version performance lui rajoute une poignée d'équidés en plus. C'est en prenant de la hauteur qu'on apprécie encore le mieux ses lignes. Ce long coupé a besoin d'espace et du grand air pour profiter de ses prestations de GT familiale. Malgré son look de berline méchante, elle sait emmener son petit monde tranquillement pour profiter en paix de ce magnifique paysage. Mais au fait, qu'apporte exactement le badge performance ? Alors performance, ça vient coiffer la gamme RS, qui est déjà synonyme de sportivité. Chez Audi, c'est un modèle qui existe pour l'Audi A6, l'Audi A7 et l'Audi A8. Le point commun, c'est un moteur, un V8 de 4 litres et de 605 chevaux. Et alors, à la différence de la RS7 Performance voit sa VMAX débadgée pour passer de 280 km/h à 305 km/h en théorie. Allez, fini d'observer les montagnes, quittons le décor du col d'Okitch et direction l'asphalte pour laisser s'exprimer son caractère explosif. Le 0 à 100 km/h s'abat en 3 secondes 7. Cette véritable fusée dévore le bitume et répond au doigt et à l'œil dès qu'on la sollicite. Sa motricité exemplaire n'est jamais prise en défaut grâce à un quattro et en la bousculant dans ses derniers retranchements, on est surpris par son habileté à se déjouer des courbes avec aisance en maîtrisant le roulis. C'est l'une des forces de cette Audi RS7, sa capacité à bien se comporter en virage. Alors ça n'est évidemment pas sur des routes ouvertes qu'on va pouvoir essayer de taquiner cette VMAX, mais ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans un lieu où on va pouvoir essayer de voir si effectivement l'Audi RS7 Performance peut atteindre les 305 km/h. Nous sommes maintenant sur la base aérienne de Mont-de-Marsan qui héberge des avions de combat. Avant d'aller affoler le tachymètre sur la piste, profitons de quelques instants de répit pour l'observer. Notre Audi, pas comme les autres, exhibe quelques attributs propres aux voitures de sport. Elle n'a pas d'aile, mais un bouclier avant largement ouvert. Ses grosses roues renferment des disques de frein de grande dimension, pour stopper au plus vite, comme un avion à l'atterrissage. Et pour exprimer sa puissance, on distingue à l'arrière deux grosses sorties d'échappement, telles des tuyères de réacteurs, et un aileron escamotable pour empêcher le décollage. À l'intérieur, malgré la fiche technique digne d'une GT de course, Audi ne néglige pas le raffinement. Les sièges au cuir sélectionné, qui feraient rêver plus d'un pilote de chasse, flirtent avec les matériaux flatteurs de la planche de bord. On se retrouve plongé dans une ambiance luxueuse, au milieu d'équipements technologiques. Il est maintenant temps de se diriger vers le long ruban de bitume réservé pour nous, où l'on va tenter de relever notre défi des 300 km/h. Tel un engin furtif, notre véloce allemande se faufile parmi les appareils, qui exceptionnellement se laissent voler la vedette par notre voiture. Pour rappel, sous notre pied droit, 605 chevaux,
prêt à bondir pour nous aider à atteindre notre objectif. On se place au début de la piste. 3, 2, 1... Comme un rafale qui s'envole dans un vacarme assourdissant, la RS7 se fait entendre en pleine accélération. Dans notre recherche du dépassement des 300 km/h, on n'en oublie pas les sensations. Et en plus de flatter les oreilles, on se laisse porter à haute vitesse par les 605 chevaux du V8 qui tire sans effort notre grand coupé. Eh bien, cette Audi RS7 Performance tient ses promesses, puisque nous avons pu atteindre les 305 et même les 307 km/h avec un sentiment de sécurité absolu et l'impression qu'on allait littéralement décoller. Alors le seul regret que moi je pourrais avoir, c'est de me demander comment se comporte cette auto dans ses plages de vitesse dès lors qu'il y a des courbes dans l'équation. Pour la pousser dans ses retranchements, un circuit sera plus approprié, loin de la route et ses pièges. Encore faut-il pouvoir s'offrir cette beauté aux anneaux, car à 144 900 €, peu éprouve cette superbe auto. BMW a dans l'idée de démocratiser l'hybride chez les premiums avec la série 3 330i. Livre-t-elle le meilleur des deux mondes, électrique et thermique, direction la Charente limousine et le somptueux domaine des étangs? Pour la réponse en images. Grosse berline allemande ne rime plus depuis longtemps avec chevaux et pollution. Et au cas où on ne l'aurait pas compris, l'hybride se démocratise et se veut de plus en plus accessible. C'est le cas de cette nouvelle BMW 330i qui, avec sa propulsion électro-essence, allie le meilleur du premium sans renier sur la puissance et en limitant ses émissions. Pas de trait bleu ou de logo vert, on ne distinguera pas une 330i d'une série 3 classique. Personne ne peut se douter que derrière ces feux à LED, ce bouclier sportif ou cette double sortie d'échappement, il se cache une motorisation hybride. Il faut regarder à l'avant gauche pour repérer une trappe pas comme les autres. Celle-ci cache la prise où l'on branchera le fil pour recharger la batterie. À l'intérieur, c'est la même chose, il n'y a rien qui diffère. Pas de logo ni même de diagramme sur les compteurs qui comptent les arbres. On se sent bien à bord de cet écrin, assis dans nos sièges en cuir, faisant face à une planche de bord aux matériaux respirant la qualité. Les plus fins observateurs auront remarqué le bouton e-drive au bas du levier de vitesse pour forcer la marche électrique. Nous voilà au volant de la BMW série 3 330e. Alors E parce que c'est un plug-in hybride, ce qui est une nouveauté dans cette gamme. Ça fonctionne de la façon suivante. On a un moteur électrique de 88 chevaux qui est couplé à un moteur thermique 4 cylindres de 182 chevaux. L'ensemble donne une puissance cumulée d'à peu près 250 chevaux. Alors ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que les deux moteurs donnent de la motricité aux roues arrière. On est donc dans une logique de propulsion fidèle à l'image qu'a su développer BMW jusque-là. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la route. Une fois la clé tournée, on tend l'oreille, mais le 4 cylindres turbo de 184 chevaux reste endormi. On démarre alors sur un filet de gaz, dans un silence complet et en douceur. Dans l'environnement du domaine des étangs près de Massignac, en Charente-Limousine, où la circulation des engins à moteur est bannie, on ne fait pas tâche. En mode zéro émission, on peut accélérer franchement, sans craindre de voir le thermique se réveiller. Ce bonheur, on peut le vivre pendant une trentaine de kilomètres dans notre réalité, et jusqu'à 120 km/h. Bluffant. Largement de quoi faire son trajet domicile-travail pour la plupart d'entre nous. Il suffit alors de 3 heures de charge à l'arrivée, et on recommence. Avec le pack de batterie dans le coffre, on pourrait s'attendre à un comportement dégradé. En vérité, il n'en est rien, et la série 3 garde son agilité. Sa direction demeure un modèle de précision, et son caractère de propulsion sur la route continue d'en faire une voiture plaisante à conduire. Dans le mode le plus extrême, qui marie la puissance du moteur thermique aux 88 chevaux de l'électrique, elle gagne même en dynamisme. Sa boîte automatique à 8 rapports fait parfaitement son travail. En fait, on conduit normalement. On ne sent pas l'influence de l'électrique dans toutes les phases, sauf en marche forcée.
Surtout, elle s'avère d'une polyvalence redoutable, tout en maîtrisant sa consommation, qui en automatique s'établit entre 6 et 7 litres, sans spécialement adopter une conduite verte. Alors, en conclusion, on peut dire que cette voiture a parfaitement préservé l'esprit qui a été développé autour des séries 3. C'est la berline premium la plus vendue au monde, puisqu'on est à 14 millions d'exemplaires. Et c'est une auto qui saura trouver son public sous réserve que l'on ait l'usage d'une autonomie de 40 km en électrique, c'est-à-dire un usage principalement urbain, et idéalement avec des possibilités de recharge. En outre, les tarifs n'ont rien de rédhibitoire, puisqu'il faut compter, bonus déduit, quelques 46 000 € pour se l'offrir. À ce prix-là, on a même déjà droit à quelques équipements qui n'en font pas une voiture dépouillée. La fiscalité avantageuse peut la rendre aussi très attirante pour les professionnels. Voilà qui pourrait nous aider à progressivement nous éloigner du tout diesel. Tout de suite, on découvre le Grand Prix de Paris de Formule E. Nouvelle venue dans le monde de la compétition automobile, la Formula E est apparue en septembre 2014. Elle préfigure le sport automobile de demain, écologiquement responsable, puisqu'il n'y a pas d'émissions, les voitures étant électriques, la puissance est bridée, le freinage est régénératif et les trains de pneus limités. La course dure 1 heure, au cours de laquelle les pilotes changent d'auto pour changer de batterie. La deuxième saison du championnat de Formula E FIA est marquée par le fait que les 10 équipes peuvent désormais faire évoluer leur monoplace. Elle compte 12 courses, dont le Prix de Paris, qui a le mérite de faire venir le sport auto en centre-ville. C'est une double célébration puisque la France n'avait pas accueilli de Grand Prix depuis 2008 et de course automobile dans Paris depuis 1951. À suivre. This is race control to all drivers. We will end this session behind the safety. La voiture de l'année, l'Opel Astra, ne compte pas se reposer sur ses lauriers et lance déjà sa déclinaison break. Mérite-t-elle son titre? Réponse dans la vallée du Douro, au Portugal. La voiture de l'année, l'Opel Astra, célèbre son titre en lançant sa version break. Et c'est comme ça depuis la Kadett Caravan de 1963. Le constructeur Oblitz ne pouvait donc pas passer à côté de cette déclinaison, comme pour toutes les dernières générations. Il faut dire qu'elle aura fort à faire face à ses meilleures concurrentes. Commençons par son look. C'est du classique, avec un design inchangé par rapport à la berline, de l'avant jusqu'au montant B. Ensuite, le profil se prolonge de 30 cm vers l'arrière. Pour autant, les designers ont gardé des éléments de style fort comme la découpe de vitres de custode dans la continuité de l'Astra classique. Les feux arrière en revanche sont radicalement différents, c'est le plus gros changement visible. Pour ouvrir le coffre, magie, sans les mains, on passe le pied sous le pare-choc et c'est fait. Idéal quand on a les mains pleines. Ce n'est pas le plus grand ni le plus petit, mais il représente justement la moyenne du segment. À bord, on constate la montée en gamme qui a sans doute aidé à convaincre le jury qui lui a attribué son titre de meilleure voiture de l'année. Histoire de rehausser la qualité perçue, on trouve des revêtements laqués ici et là. Pour choyer son propriétaire, on se pose sur un siège avant ergonomique et massant, parfait pour les gros rouleurs. Surtout, c'est Noël en termes d'équipement technologique. Un grand écran tactile, hyper connecté avec le système OnStar, l'assistant à distance, et puis toutes les aides électroniques perfectionnées qui usent de caméras qui scrutent la route. Un pas de plus vers l'autonomie. Pour les commerciaux pressés, il fallait bien un moteur digne de ce nom. Opel sort donc de son chapeau un 1,6 litre biturbo diesel de 160 chevaux, de quoi raccourcir les distances entre deux rendez-vous. Les routes de la vallée somptueuse du Douro, on les dévore tout simplement,
Ce bloc ne manque pas d'énergie avec une suralimentation à 2 étages pour décoller sans effort et aussi pour garder du peps lors des dépassements. La boîte mécanique facilite la manœuvre pour profiter au mieux de toute cette cavalerie, probablement l'un des meilleurs moteurs de sa génération à ce niveau de puissance. Et on n'a pas envie de s'arrêter d'ailleurs, car pour ne rien gâcher, le châssis est à l'avenant. Certes, il n'a pas la rigueur d'une Peugeot 308 ou d'une Volkswagen Golf, mais il est un exemple de confort. Dans ces paysages superbes, semblant sans fin, on enroule les virages sans sursauter. Les imperfections du bitume, elle les fait oublier et c'est tout le monde qui en profite. On aimerait juste des mouvements de caisse mieux contenus et une direction un peu plus précise. On ressent justement le potentiel, surtout sur ces routes qui nous donnent envie de sacrifier un peu de notre bien-être pour un peu plus de sportivité. Et c'est là toute la force de cette Opel Astra Sports Tourer. Elle fait les choses bien sans être la meilleure et sûrement pas la moins bonne. Surtout, elle met tout le monde d'accord sur le bon de commande. 27 900 € pour notre belle rouge et sa ribambelle d'équipement, là où les meilleurs en demanderont 2 à 3 000 € supplémentaires. Voiture de l'année, vous avez dit ? Eh bien, on commence à mieux comprendre. Fiat ne rime pas qu'avec 500 et à Turin, on compte bien le faire savoir avec la nouvelle Tipo. Cette berline tricorps nous livre l'essentiel pour un prix canon. Une fois n'est pas coutume, c'est en région parisienne que nous l'avons essayé. Avanti! Fiat ressort de ses archives l'appellation Tipo pour l'offrir à son nouveau modèle populaire. Et dans le royaume des compacts qui compte plusieurs reines en Europe, la fière italienne entend bien se faire remarquer. Sans prétendre venir embêter ses concurrentes UP, elle joue dans une cour plus modeste, où une certaine Dacia Logan se croyait définitivement à l'abri. Dans un catalogue où les déclinaisons de Fiat 500 jouent de leur charme, la nouvelle Tipo apparaît plus discrète. C'est simple, elles se font littéralement dans le paysage urbain. Et pourtant, elle affiche certaines subtilités de style plutôt valorisantes, à l'image de sa calandre, de ses feux étirés et de quelques touches de chrome sur les flancs. On distingue même un béquet intégré sur le coffre de malle. Bref, ces lignes fluides la rendent définitivement plus séduisante que sa rivale roumaine. Il va de soi pourtant que ce n'est pas une reine de beauté, mais cela conviendra au plus grand nombre. Évidemment, on s'attend à une ambiance moins réjouissante à l'intérieur, mais en réalité ce n'est pas le cas. Le dessin de la planche de bord, plutôt cohérent, fait la part belle à une ergonomie simple et intuitive. Certes, elle n'a pas 10 pages d'options à intégrer sur sa console, mais l'essentiel est là, avec une présentation soignée. On a même le droit à un écran tactile multifonction à l'image des plus grandes, mais de la taille d'un petit smartphone. Les matériaux cependant sont durs et l'assemblage parfois perfectible à l'image du soufflet de levier de vitesse à scratch qui craque à chaque passage de rapport. L'habitabilité est excellente à toutes les places. Le coffre de grande contenance force néanmoins à toucher la carrosserie pour le fermer et sa finition reste assez sommaire. La nouvelle Fiat Tipo est par ailleurs parfaitement apte à se faufiler en ville grâce à un rayon de braquage de seulement 11 mètres et des dimensions de compact. Elle dispose du mode City qui adoucit la consistance de sa direction pour faciliter les manœuvres. Et elle continue même de surprendre en sortant des agglomérations, bien aidée par son moteur turbo-diesel de 120 chevaux. On aimerait juste un peu plus de nervosité à bas régime, mais il ne lui faut pas longtemps pour délivrer le gros de son couple quand on recherche de la puissance. Elle se montre plutôt saine en comportement avec un châssis au compromis confort tenue de route assez surprenant au regard de son placement tarifaire. Nous nous sommes même amusés à la bousculer dans ses derniers retranchements sans jamais avoir l'impression de nous mettre en danger. C'est l'une des forces de cette étonnante Tipo qui offre des prestations routières supérieures à ses concurrentes directes et équivalentes même à certains modèles bien plus chers.
C'est là d'ailleurs qu'elle met tout le monde d'accord avec des tarifs contenus démarrant à seulement 12 490 €. La climatisation, l'autoradio USB et tous les éléments de sécurité sont compris dès l'entrée de gamme. Et si vous ne l'aimez pas en 4 portes, une version compacte et un break arriveront très bientôt à des prix tout aussi compétitifs. Le début peut-être d'une véritable success story. Le constructeur coréen Kia lance la nouvelle génération de Sportage. Il change de fond en comble pour séduire encore plus. Direction Montserrat, près de Barcelone, pour notre essai. Le constructeur coréen Kia a réussi à s'installer dans le paysage européen et le Sportage en est le meilleur représentant. C'est le modèle le plus vendu de la marque dans nos contrées. Son ambition ne change pas avec cette 3e génération, il veut rester l'un des acteurs incontournables du marché. Et il prend un sacré coup de jeune avec un design revu de fond en comble. Si certains y voient des airs de Porsche Cayenne, en fait il adopte des traits communs à d'autres modèles du catalogue. Il y a la calandre, dite nez de tigre, les feux et les canons à LED, comme sur l'Acide. Ses courbes sont encore plus douces dans sa globalité et l'arrière bien plus moderne que celui de son prédécesseur. Dans l'habitacle, c'est la révolution. L'imposante planche de bord nous immerge dans un environnement plutôt confiné. La qualité perçue et l'assemblage progressent largement. En termes d'équipement, le Sportage entre de plein pied dans le 21e siècle. Prise USB, écran tactile, connexion smartphone, il ne manque rien. On est toujours aussi à l'aise à l'arrière et le coffre demeure de bonne contenance. En se dirigeant vers le massif de l'arrière-pays catalan, on apprécie les 185 chevaux de notre bloc diesel. Il emporte le poids conséquent de notre SUV sans difficulté. On choisit directement le mode le plus dynamique de la transmission automatique pour sortir des courbes avec toute la puissance à disposition. Le châssis offre un comportement qui n'a pas la rigueur de ses meilleurs concurrents, mais il maîtrise cependant plutôt bien ses mouvements de caisse. Pour rester dans les clous, une multitude d'aides à la conduite, maintien de fil actif et régulateurs intelligents entre autres, rendent la vie moins dure lors des longs voyages. Le coréen a également une botte secrète, ses prestations en tout chemin. On peut alors s'aventurer sur les parcours accidentés sans la moindre crainte. Même les pierres hostiles n'effraient pas notre Sportage. On peut dès lors s'avancer assez loin dans la nature. Il ne s'agit évidemment pas d'un franchisseur pur et dur, mais on peut s'écarter du bitume sans risquer d'y laisser un bouclier à la première bosse. Enfin, son autre force, c'est son prix bien sûr à 25 000 € en diesel. Il est moins cher que ses concurrents Qashqai et Kadjar par exemple, avec pléthore d'équipements. Sans oublier sa garantie de 7 ans pièces et main d'œuvre qui fait du nouveau Kia Sportage une vraie bonne affaire. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons Paris, son Grand Prix de Formule E, pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.